rattraper les multinationales sont absolument essentielles, parce que ce n'est pas un monde de bisounours à la fin de la journée, c'est la manière dont les États considèrent qu'elles vont développer des acteurs qui vont être en mesure de faire face à des champions, à des multinationales, pour pouvoir préserver des marchés, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans des secteurs qui sont des secteurs qui sont pourvoyeurs de l'économie et du développement de nos nations. Donc c'est à petite échelle ce qu'on essaie de faire, mais c'est effectivement un combat dans lequel la coopération peut prévaloir, mais sans être, entre guillemets, un bisounours, en considérant que ce sont des intérêts nationaux face à d'autres qui, si on ne prend pas garde, font en sorte que une grosse partie des bénéfices se retrouvent en dehors du pays plutôt qu'à l'intérieur. Donc charge à nous de faire en sorte d'être à la hauteur dans les défis. Voilà. Alors merci. Alors je voudrais simplement d'abord répondre à la question sur le pouvoir de négociation du client. D'abord, il faut très bien savoir qu'en réalité, le client a un très gros pouvoir de négociation en tant que consommateur final, mais simplement il ne le sait pas. C'est bien là le problème qu'on a, que ce soit en Occident et peut-être encore plus en Afrique, c'est le fait de la transformation de la société. On a commencé à individualiser en fait toutes les strates de la société. Ça fait que comme on se considère en fait comme individu, on pense qu'à notre échelle, en fait, on n'a pas de pouvoir. Et c'est pour ça que je vous disais que les consommateurs et le client avaient un vrai pouvoir de négociation, mais qu'ils ne le savaient pas. C'est que en fait, la clé pour ça, c'est vraiment le fait de devoir en fait se regrouper. Et je vous encourage justement à lire un livre, enfin la partie 2 d'un livre qui traite ce point en particulier, c'est L'Empire de l'argent d'André Coron, qui fait vraiment tout un développement sur le pouvoir en réalité qu'aurait le consommateur et le client final dans les sociétés. Parce qu'au final, sans s'en rendre compte, c'est lui qui décide en fait indirectement de ce que les entreprises, comment elles vont opérer et quels produits et quels services elles vont devoir fournir pour justement satisfaire ces besoins. Et je me permets de rebondir sur le pouvoir de négociation du client, parce qu'il y a une question qui a été posée par rapport aux stratégies win-win ou lose-lose. C'est pas que au niveau du client, c'est au niveau justement des États. Et c'est là qu'on se pose la question en fait des intérêts. Parce que ce qui est facile en fait, du moment où on se détache de la réalité du fait de se dire qu'il y a des hommes, ça rend plus facile en fait de prendre des décisions sur des valeurs purement économiques et des valeurs purement financières, c'est-à-dire des chiffres en réalité. Et quand vous parliez justement de pouvoir de négociation, j'ai entendu parler du débat en ce moment qu'il y a sur justement l'attribution des champs pétrolifères. La question qui se pose, c'est que les entreprises qui vont venir ici, elles sont là pour exploiter une ressource qu'elles vont pouvoir en vendre sur les marchés mondiaux. C'est leur intérêt principal. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une responsabilité de la part des dirigeants, que ce soit des entités publiques ou privées, qui, eux, en fonction du mandat qui leur a été confié par les gens qui les ont élus, de en fait négocier les termes en fait de l'échange, entre guillemets, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, c'est-à-dire les termes qui vont faire que la situation sera, comme vous l'avez dit, soit win-win, soit lose-lose en fait. Et à partir de ce moment-là, il ne faut surtout pas oublier dans la négociation, et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que les gens ont un pouvoir mais ils ne s'en rendent pas compte, c'est qu'en réalité, les ressources, elles sont ici. Elles ne sont pas ailleurs. Et si l'entreprise vient ici, c'est qu'elle quelque part, c'est qu'elle a autant besoin et de l'approbation de l'État et d'avoir les concessions pour pouvoir exploiter les ressources qui sont sur place et des forces vives qui sont ici. C'est-à-dire les ouvriers, c'est-à-dire les infrastructures qui vont permettre justement à l'entreprise de générer cette valeur. Et je pense que ça peut être un pouvoir de négociation et il ne faut jamais oublier d'utiliser cet argument en faveur justement pour demander des contreparties à ces concessions, à ces développements. Et, voilà. Merci beaucoup, M. Haj. M. Ndiaye, vous avez été sollicité
en ce qui concerne la concurrence, mais également en ce qui concerne la Sonatel, qui a été un moment votre partenaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je remercie les personnes qui m'ont adressé des questions. J'en ai noté 3. Donc j'y répondrai. Il y a également des questions qui n'ont pas été directement posées, mais sur lesquelles je donnerai quelques réflexions. Alors je commencerai par le sujet évoqué par mon prédécesseur sur le pouvoir de négociation des clients, pour signaler que toute la démarche des entreprises sur la notion de compliance et de conformité répond à cette préoccupation. Par exemple, nous avons toute une entité, toute une activité en interne dont le rôle est de s'assurer d'abord que le produit qui est proposé répond à des préoccupations de la clientèle et pas des besoins de rentabilité de la banque. Et deuxièmement, de s'assurer que ce qui a été promis a été délivré. Je peux même vous dire que le comité qui se réunit pour valider la sortie d'un produit doit s'assurer de ces aspects-là. Il y a un pouvoir de blocage. Évidemment, ça fait toujours litote de dire que nous avons placé le client au cœur de notre stratégie. Mais en réalité, c'est très important de savoir qu'il existe des entités, des entreprises dont la stratégie repose sur le client. Et ça change complètement. Pour évacuer, je vais dire comme ça, la question de M. Lau, c'est pas que sa question n'est pas intéressante, elle est à plusieurs dimensions. Et le professeur m'a tendu la perche pour rappeler que nous n'avons pas autant de retard sur le digital. Parce que nous avons travaillé dans l'ombre à notre corps défendant, puisque lorsque nous avons lancé avec Sonatel la monnaie électronique, c'était une première dans notre zone UEMOA. Et il a fallu aller expliquer à la Banque centrale comment procéder. La Banque centrale avait sorti une instruction pour encadrer a priori la monnaie électronique. Et évidemment, tant qu'il n'y a pas d'expérience véritable, c'est très difficile d'apprécier le fonctionnement de la monnaie électronique. Et je peux vous dire qu'à la suite de cette première monnaie qui a été mise en Côte d'Ivoire et au Sénégal, la réglementation a évolué. Et de mon point de vue, elle continuera à évoluer. Parce que si on parle de disruption, c'est peut-être le métier de banque qui est le métier le plus exposé. Bon, évidemment, on a aujourd'hui des manifestations en termes de moyens de paiement. Le moyen de paiement, ce n'est pas le cœur de la banque. Le cœur de la banque, c'est l'information sur le client et le financement. Et même dans ce domaine, il y a des tentatives de, si vous voulez, attaquer le cœur de notre activité. Mais pour vous dire encore une fois que dans ce domaine, nous sommes vraiment très ouverts, on aurait pu penser qu'avec toutes les startups qui s'intéressent à ces sujets-là, on aurait tendance à les considérer un peu comme des concurrents. En réalité, nous travaillons avec les startups. Nous leur offrons la possibilité de les conseiller si les startups travaillent dans des domaines que nous connaissons. Et nous leur proposons de travailler en notre sein pour trouver des solutions que nous pourrions appliquer. Donc, nous, en tout cas dans le groupe dans lequel j'appartiens, nous n'avons pas de défiance vis-à-vis des startups et nous sommes couverts sur ce plan-là. Alors, une question m'a également été posée sur la notion des territoires. Je suis heureux de noter que la question est revenue dans les propos de plusieurs intervenants. C'est effectivement une question centrale. Parce qu'aujourd'hui,
lorsque vous exploitez des ressources, lorsque vous êtes installé dans un pays, vous êtes d'abord installé sur un territoire en particulier. Et le fait de dire que nous avons un impact sur le territoire doit être pris en compte. Alors, nous sommes banques. Nous n'avons pas un impact, on va dire, très extraordinaire dans les zones où nous sommes présents. En revanche, dans nos politiques de crédit, nos clients, c'est-à-dire ceux que nous finançons, peuvent avoir un impact dans le domaine public intérieur. Et c'est pour ça que nous parlons de impact investment chez nous. L'exemple que je peux donner est loin d'ici, mais vous savez aujourd'hui que dans les techniques minières aux États-Unis, au lieu de creuser à la base de la montagne pour accéder au charbon, on écrète la montagne. C'est-à-dire c'est beaucoup plus simple d'accéder à ciel ouvert à un minerai plutôt que de le chercher de l'intérieur. Bon, par exemple, ce genre d'investissement, nous ne le finançons pas. Donc c'est un parti pris qui est très clair. Donc c'est pour vous dire que nous sommes vraiment conscients de l'impact sur les territoires. Et quand je vous disais que ça faisait partie d'un des trois axes de notre démarche d'engagement ou de l'approche, c'est vraiment quelque chose qui se traduit dans les faits. Alors j'aurais fini avec la notion de durée des coalitions. Alors, c'est vrai que les multinationales ou les grandes entreprises, quelquefois, initient des actions qui sont le fait de la puissance publique. Mais c'est parce que la puissance publique n'a pas encore les moyens ou ne s'est peut-être pas rendu compte de la pertinence de cette démarche que nous l'initions, évidemment en étant ravis que le relais soit pris par la puissance publique. Et il y a beaucoup de domaines comme ça, dans lesquels nous cherchons des solutions, parce que la puissance publique n'est pas là. Mais évidemment, nous souhaitons que le relais soit pris par la puissance publique. Ça répond à votre question sur la durée. Évidemment, nous nous inscrivons dans la durée, puisque nous espérons que les politiques publiques seront définies par rapport à ces actions. Merci. J'espère avoir répondu aux questions. Très bien, merci beaucoup. Monsieur le Président, honorable député, il y a quelques questions que vous étiez très proches, comme les questions de Mélana sur les territoires. Mais bon, veuillez conclure. D'accord. Vous êtes en train de me dire que l'Europe nous attend. Absolument. Donc on va aller très vite. Moi, je voudrais juste répondre peut-être à cette question-là sur les multinationales. Sur les territoires, je pense que vous avez déjà eu la réponse. Les multinationales, dans le domaine de l'éducation, c'est vrai que ça avance. C'est une menace pour beaucoup de structures de formation qui existaient, qui étaient des champions au niveau local, dans la sous-région. Et là, on n'est pas assez protégé par l'État. Je pense que c'est vraiment dommage. Et au-delà donc du secteur de l'éducation, je pense que de façon générale, quand je parlais d'alliance stratégique ou de stratégie tout à l'heure, en Chine, vers les années 80, lorsque une multinationale devait s'y implanter, il y avait donc des contraintes. Il fallait obligatoirement qu'il y ait des joint ventures pour associer donc les champions locaux, les entrepreneurs locaux, les investisseurs locaux. Je pense que des initiatives comme celle-là, pas seulement dans le domaine de l'éducation, mais dans tous les secteurs, en tout cas les secteurs clés, devraient pouvoir donc favoriser le développement donc du secteur, mais de façon endogène, en impliquant les acteurs locaux. Enfin, parlant donc de disruption, je pense qu'il y a un élément disruptif qui n'a rien à voir avec le management, mais qui est important, qui est en train de changer de façon merveilleuse les choses, c'est simplement la société civile. Je pense qu'effectivement, il y a le peuple, entre guillemets, qui de plus en plus est en train de s'exprimer. Ce qu'on voit actuellement dans le domaine du pétrole, le débat n'est pas porté par les parlementaires, n'est pas porté par les politiques, en réalité, même si ils sont là-dedans, mais c'est le peuple qui s'intéresse aux choses. Donc les grands changements et l'impact qu'on cherche à avoir par rapport aux multinationales, je pense que si on organisait cette intelligence collective et la canalisait pour que ça débouche sur des décisions collectives, je pense que l'Afrique
pourrait en fait avoir un levier extraordinairement puissant pour aider donc les populations à tirer profit de tout cela. Je vous remercie. Merci bien, Président. Donc, merci beaucoup. Voilà qui nous mène à la fin de notre débat, qui a été fort riche et qui se termine sur la stratégie des champions, comme étant une stratégie qui a permis à des pays comme la Corée de pouvoir accéder au développement et de réussir à avoir des champions nationaux qui deviennent des multinationales qui s'imposent. Et donc la question des champions également fait partie des ajustements